Millionnaire froid force une humble jeune femme à être sa petite amie lors d'un événement, mais brûle de jalousie. En la voyant avec un autre, Sébastien Lefebvre est un millionnaire froid, habitué à tout contrôler et tout le monde autour de lui. Un imprévu le mène à rencontrer Chloé, une jeune femme humble qui travaille à la réception d'un hôtel, et il voit en elle la solution parfaite pour améliorer son image publique, la payer pour qu'elle se fasse passer pour sa fiancée. Le plan était simple et stratégique, mais tout échappe à son contrôle lorsque Sébastien commence à ressentir une jalousie réelle en la voyant avec un autre homme. Sans s'en rendre compte, il tombe amoureux de quelqu'un qu'il n'aurait jamais remarqué dans son ancienne vie. Pardon d'interrompre votre histoire, mais si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Soutenez cette chaîne en nous aidant à grandir et que cela vous soit rendu au centuple. Merci et bonne vidéo. Les néons du grand hôtel du Faubourg scintillaient faiblement contre les murs de carrelage blanc, créant des ombres qui dansaient sur le visage fatigué de Chloé Martin. Il était plus de minuit dans le centre de Paris, et la réception de ce modeste hôtel 3 étoiles avait vu passer toutes sortes de clients durant son service de nuit. Des touristes perdus, des hommes d'affaires de passage, des couples en quête de discrétion et occasionnellement quelques personnages préférant rester dans l'ombre. Chloé avait appris à lire les gens dès le premier instant. À 28 ans et après 5 ans de travail à l'hôtel, elle avait développé un 6e sens pour détecter les problèmes avant qu'ils n'éclatent. Ses collègues la respectaient pour sa fermeté, les clients pour son efficacité. Mais cette nuit-là, lorsque les portes vitrées s'ouvrirent avec un son métallique, elle sut immédiatement que l'homme qui venait d'entrer était différent de tous les autres. Sébastien Lefebvre marchand se dirigea vers le comptoir de réception avec des pas calculés, son costume italien parfaitement coupé, contrastant de manière presque obscène avec l'ambiance modeste du lieu. Ses chaussures en cuir brillant résonnaient sur le sol de marbre usé, et lorsqu'il s'arrêta devant Chloé, l'air lui-même parut se densifier. Il avait environ 35 ans, des cheveux noirs coiffés en arrière sans une mèche rebelle, et des yeux gris qui semblaient être capables de geler l'âme de quiconque oserait le regarder directement. « J'ai besoin de parler au gérant », déclara-t-il sans préambule, sa voix grave chargée d'une autorité qui n'admettait aucune réplique. Il y a eu une erreur impardonnable avec la réservation de M. Klaus Fischer, et si elle n'est pas résolue dans les 10 prochaines minutes, cet hôtel fera face à des conséquences qu'ils ne pourront se permettre. Chloé leva les yeux de son ordinateur, étudiant le visage de l'homme avec calme. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont ses mains reposaient sur le comptoir, qui lui disait que ce n'était pas juste un autre client en colère. C'était un prédateur habitué à ce que le monde s'incline devant lui. « Le gérant n'est pas disponible à cette heure, monsieur », répondit-elle d'une voix sereine. « Maintenant, le contact visuel. Mais je peux vous aider. Je suis Chloé Martin, la superviseure de nuit. Pourriez-vous m'expliquer exactement quel est le problème ?» Sébastien plissa les yeux, clairement peu habitué à ce que quelqu'un ne soit pas immédiatement intimidé par sa présence. « Monsieur Fischer est un investisseur allemand qui arrivera demain matin. Sa réservation pour la suite présidentielle a mystérieusement disparu du système et j'ai une réunion cruciale avec lui qui pourrait signifier des millions d'euros pour mon entreprise. Si vous n'avez pas de solution immédiate, je vous assure que... » Un instant l'interrompit Chloé, ses doigts volant sur le clavier. « Klaus Fischer, c'est bien ça. Réservation pour 3 nuits. Arrivez demain à 10h30. » L'expression de Sébastien changea légèrement, un mélange de surprise et d'incrédulité. « Impossible. J'ai appelé il y a 1 heure et on m'a dit qu'il n'y avait aucune trace de la réservation. » Chloé fit pivoter l'écran vers lui, affichant les informations complètes. « La réservation est bien là, monsieur Lefebvre. Le problème est qu'elle a été enregistrée sous le nom de monsieur Fischer, mais le contact d'urgence et le mode de paiement sont au nom de Lefebvre International. Mon collègue du soir est nouveau et a probablement cherché uniquement par le nom de l'entreprise. » Elle marqua une pause, étudiant l'expression de l'homme. « De plus, j'ai pris la liberté de changer la réservation de la suite présidentielle à la suite impériale du 7e étage. Elle offre une meilleure vue sur les Tuileries et est plus silencieuse. Je pense que votre invité l'appréciera davantage. » Pour la première fois depuis qu'il était entré, Sébastien Lefebvre parut désarmé. Ses épaules se détendirent presque imperceptiblement et quelque chose s'apparentant à de la surprise traversa ses traits parfaitement contrôlés. « Comment avez-vous su que je suis Sébastien Lefebvre ?» Chloé sourit légèrement, le premier signe de chaleur qu'elle avait montré depuis le début de la conversation. « Votre photo apparaît dans Challenge tous les 2 mois, monsieur. De plus, il n'y a pas beaucoup d'hommes à Paris qui peuvent se permettre un costume de cette qualité
et qui se soucient personnellement des détails d'hébergement de leur partenaire. Elle imprima la confirmation de la réservation et la lui tendit. Tout est réglé. Monsieur Fischer aura le meilleur service que nous puissions offrir. Sébastien prit le papier, ses doigts effleurant brièvement ceux de Chloé. Ce fut un contact minimal, mais suffisant pour que tous deux sentent une étrange décharge électrique. « Merci », murmura-t-il, et pour la première fois, sa voix ne sonna pas comme un ordre. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta à mi-chemin de la porte. Il pivota lentement, étudiant Chloé avec une intensité qui la fit se sentir comme si elle était évaluée pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas complètement. « Comment vous appelez-vous »« Chloé Martin. »« Chloé » répéta-t-il, comme s'il testait le nom sur sa langue. « Joli nom. Ça signifie « jeune pousse » ou « herbe fraîche » en grec. « C'est exact », répondit-elle, surprise qu'il en connaisse la signification. Sébastien hocha la tête une fois et quitta l'hôtel sans un mot de plus, laissant derrière lui une subtile odeur de parfum cher et la sensation que quelque chose d'important venait de se produire, bien que Chloé ne pût définir exactement quoi. 3 jours plus tard, alors que Chloé terminait son service de l'après-midi, les portes de l'hôtel s'ouvrirent de nouveau. Cette fois, Sébastien ne venait pas avec hâte ni colère. Il se dirigea vers elle avec la même élégance contrôlée, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Mademoiselle Martin, dit-il en arrivant au comptoir, j'ai besoin de vous parler, en privé. » Chloé sentit son pouce accélérer, mais elle garda son expression professionnelle. « Y a-t-il eu un problème avec Monsieur Fischer ?»« Au contraire, il a été tellement impressionné par le service qu'il a prolongé son séjour de 2 jours. » Sébastien marqua une pause, ses yeux gris fixés sur les siens. « Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu vous faire une proposition. »« Une proposition ? J'ai besoin que vous vous fassiez passer pour ma fiancée pendant 1 mois. » Les mots tombèrent entre eux comme une bombe silencieuse. Chloé cligna des yeux, sûre d'avoir mal entendu. « Pardon ? Samedi prochain, il y a un dîner de gala au musée du Louvre. Toute la haute société de Paris sera là, y compris des investisseurs internationaux cruciaux pour mon prochain projet. » Sa voix retrouva ce ton impératif qu'il avait utilisé la première nuit. « Je dois apparaître comme un homme établi, fiancé, stable, pas comme le playboy que la presse s'obstine à dépeindre. » Chloé le regarda fixement, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Et pourquoi moi ? Parce que vous avez démontré quelque chose que peu de gens dans mon cercle possèdent, une intelligence réelle, une grâce sous pression et la capacité de résoudre les problèmes sans créer de drame inutile. » Sébastien se pencha légèrement en avant. « Je vous paierai 500 000 € pour le mois complet. Tout ce dont vous aurez besoin en termes de tenue, de mise en beauté et de toute autre dépense sera couvert par moi. » Chloé sentit le monde vaciller autour d'elle. 500 000 €, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Mais quelque chose dans la manière dont il l'avait présenté, comme une transaction commerciale, lui provoqua un mélange d'indignation et de tristesse. Et qu'est-ce que cela impliquerait exactement, ce travail ? M'accompagner à des événements mondains, faire semblant que nous sommes amoureux, vous comporter comme une femme de ma classe sociale. Rien de plus. Ses yeux se durcirent. Et pour que ce soit clair, c'est strictement professionnel. Je n'attends ni ne désire rien de physique de votre part. Chloé se redressa, sentant une flamme de fierté s'allumer dans sa poitrine. Monsieur Lefebvre, j'apprécie votre offre, mais si j'accepte, ce sera à mes propres conditions. Sébastien haussa un sourcil, manifestement peu habitué à ce que quelqu'un lui impose des conditions. Lesquelles ? Premièrement, ma dignité n'est pas à vendre. Je ne ferai pas semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, et je ne tolérerai pas d'être traité comme un objet ou un accessoire. Deuxièmement, je veux la moitié de l'argent à l'avance. Et troisièmement, elle le regarda droit dans les yeux. Si à un moment donné je sens que vous abusez de cet accord, ou que vous me manquez de respect, je partirai immédiatement, quelles qu'en soient les conséquences. Pendant un instant, le silence s'étendit entre eux comme une corde tendue. Puis, à la surprise de Chloé, Sébastien sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais il y avait une lueur de quelque chose qui ressemblait à du respect dans ses yeux. « J'accepte vos conditions, mademoiselle Martin. » Il tendit sa main. « Avons-nous un accord ?» Chloé regarda la main tendue, sachant que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Sans savoir si elle commettait la plus grande erreur de sa vie ou le pas le plus courageux qu'elle n'ait jamais fait, elle serra la main de Sébastien Lefebvre. « Nous avons un accord. » Ce qu'aucun des deux ne savait à ce moment-là, c'est qu'ils avaient mis en marche quelque chose qui leur échapperait complètement, quelque chose qui les changerait tous les deux d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.
Le musée du Louvre s'était transformé en un cadre éblouissant pour le dîner de gala le plus exclusif de l'année. Les jardins du musée brillaient sous une cascade de lumière dorée, tandis que les invités les plus influents de France se rassemblaient parmi les sculptures anciennes et les arrangements floraux d'orchidées blanches. Des journalistes de magazines de société, des influenceurs avec des millions d'abonnés, des investisseurs internationaux et des politiciens de haut rang se mêlaient dans une danse sociale parfaitement chorégraphiée. Sébastien Lefebvre descendit de sa Bentley noire avec la confiance d'un empereur. Son smoking avait été confectionné par les meilleurs tailleurs de Milan, chaque ligne conçue pour projeter puissance et sophistication. Les flashs des appareils photo le reçurent comme toujours, et il sourit avec cette expression calculée qu'il avait perfectionnée après des années d'apparition en couverture de magazines. Cette nuit, comme toutes les précédentes, il serait le centre de l'attention, ou c'est ce qu'il croyait. Quand Chloé sortit de la voiture qu'il avait envoyée pour elle, le monde parut s'arrêter un instant. La robe bleu marine qu'elle portait était une œuvre d'art, coupe sirène qui épousait ses courbes avec élégance, décolleté discret mais séduisant, et une traîne qui glissait derrière elle comme de l'eau liquide. Le tissu brillait subtilement sous les lumières, créant un effet presque hypnotique. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon bas, avec quelques mèches encadrant son visage, et son maquillage était si parfait qu'il semblait qu'elle n'en portait pas. Mais ce n'était pas seulement la robe qui captivait tous les présents, c'était la façon dont Chloé se déplaçait, avec une grâce naturelle qui ne pouvait ni s'acheter ni s'apprendre. C'était la confiance tranquille dans ses yeux sombres, le sourire authentique qui illuminait son visage, l'élégance innée qui faisait de chaque pas une danse. Sébastien sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine en la voyant s'approcher. Pendant un instant, il oublia complètement que tout cela était une mise en scène. « Tu es » commença-t-il à dire, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Prête pour le spectacle » compléta Chloé, avec un sourire espiègle, le prenant par le bras. Les reporters devinrent fous lorsqu'ils entrèrent ensemble dans le musée. Les appareils photos ne cessaient de crépiter, et Sébastien put entendre les murmures de surprise et de curiosité parmi la foule. Mais pour la première fois de sa vie, il ne prêtait pas attention aux flashs. Il était complètement hypnotisé par la femme à ses côtés. « Sébastien Lefebvre, n'est-ce pas ?» s'approcha Claire Dupont, l'éditrice du magazine de société le plus important du pays. « Et vous devez être la mystérieuse fiancée dont nous avons tant entendu parler. »« Chloé Martin », répondit-elle avec un sourire chaleureux, lui tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dupont. J'ai lu plusieurs de vos articles sur la responsabilité sociale des entreprises. Ils sont vraiment inspirants. » Claire cligna des yeux, clairement surprise que quelqu'un connaisse son travail plus sérieux, et pas seulement les potins mondains. Quelle agréable surprise! Peu de gens mentionnent ces articles. Elle se tourna vers Sébastien avec un regard approbateur. « Vous avez bon goût, jeune homme. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sébastien observait fasciné comment Chloé naviguait entre les groupes d'invités. Elle conversait avec fluidité sur l'art précolombien avec un archéologue français, discutait de microfinance avec une représentante de la Banque mondiale et riait sincèrement avec les épouses des entrepreneurs les plus puissants du pays. Elle ne prétendait pas avoir des connaissances qu'elle n'avait pas, elle était simplement intelligente, curieuse et authentiquement intéressée par les gens. « C'est incroyable », murmura Antoine Dubois, l'un des investisseurs les plus importants de l'événement, s'approchant de Sébastien. « Où l'avez-vous trouvé? C'est comme un diamant brut. » Sébastien serra les poings imperceptiblement. Il n'aimait pas la façon dont Antoine regardait Chloé. « Elle est spéciale », répondit-il sèchement. Quand la musique commença, Antoine s'approcha de Chloé avec un sourire charmant. « Me feriez-vous l'honneur de cette danse, mademoiselle Martin ?» Chloé regarda Sébastien un instant, comme pour demander la permission, mais il était trop occupé à essayer de contrôler l'étrange sensation d'irritation qui s'était emparée de lui. « Bien sûr », répondit-elle avec élégance. Sébastien les observa depuis le bar, serrant son whisky plus fort que nécessaire. Antoine était jeune, beau couronné de succès, et manifestement sous le charme de Chloé. Il la faisait rire, la faisait tournoyer avec grâce, et elle semblait sincèrement apprécier sa compagnie. Une douleur aiguë traversa la poitrine de Sébastien. C'était une sensation complètement inconnue pour lui, la jalousie. Une jalousie pure et primitive qui le prit par surprise et le mit en colère contre lui-même. Ce n'était qu'un accord commercial. Chloé n'était pas réellement à lui. Il n'avait pas le droit de ressentir cela, mais en les voyant danser, Antoine lui murmurant quelque chose à l'oreille, qui la faisait sourire, Sébastien réalisa quelque chose qui le terrifia.
Pour la première fois de sa vie, il n'était pas le centre de l'attention, et cela ne lui importait pas. Tout ce qu'il voulait, c'était éloigner cet homme de Chloé et la ravoir à ses côtés. « Excusez-moi », murmura-t-il à personne en particulier, et il se dirigea résolument vers la piste de danse. « Antoine, interrompit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « me permets-tu de voler ma fiancée ?» Antoine sourit, mais Sébastien put voir la déception dans ses yeux. « Bien sûr, mon ami. Prends-en bien soin, hein? C'est une perle. » Quand Chloé fut dans ses bras, Sébastien sentit que quelque chose se mettait en place. Elle le regarda avec curiosité. « Tu vas bien? Tu as l'air tendu. »« Je suis parfait, » mentit-il, la serrant plus fort contre lui. Le reste de la nuit passa comme un flou. Sébastien fut présent dans les conversations, sourit pour les photos, fit les contacts nécessaires, mais son esprit était complètement occupé par la femme à ses côtés, avec la façon dont son parfum l'enveloppait, avec la manière dont son rire authentique rendait tout le monde autour d'elle plus joyeux, avec la façon dont elle avait transformé une simple mise en scène en quelque chose qui semblait dangereusement réel. Quand vint finalement le moment de partir, Sébastien conduisit Chloé vers sa voiture dans un silence tendu. Elle avait été parfaite toute la nuit, élégante, intelligente, charmante. Elle avait rempli sa part du marché mieux qu'il ne l'aurait jamais espéré. Alors pourquoi se sentait-il comme s'il avait perdu le contrôle de tout? Ce fut une soirée incroyable, commenta Chloé en s'installant sur le siège passager. Je crois que nous avons fait bonne impression. Sébastien démarra la voiture sans répondre, ses phalanges blanches sur le volant. Les lumières de la ville défilaient par les fenêtres, tandis qu'il conduisait sur les Champs-Élysées, mais il les remarquait à peine. « Sébastien, tout va bien ?» Il la regarda du coin de l'œil. Même dans la pénombre de la voiture, elle était magnifique. Et cette beauté, cette grâce naturelle, cette manière d'être qui avait conquis tout le monde à la fête, tout cela le rendait fou. « Tout va bien », murmura-t-il finalement. Juste, ce fut une longue nuit, mais tous deux savaient que ce n'était pas vrai. Quelque chose avait changé cette nuit-là, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à affronter. Sébastien avait commencé l'accord en croyant qu'il pourrait tout contrôler. Mais il réalisait maintenant qu'il était peut-être tombé dans un piège de sa propre création. Et le plus terrifiant de tout était qu'une partie de lui ne voulait pas s'échapper. Le Penthouse, dans le 16e arrondissement, se dressait comme une forteresse de verre et d'acier au-dessus de la ville, avec des vues panoramiques qui s'étendaient du bois de Boulogne jusqu'au toit de Paris. C'était le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines d'architecture, minimaliste, froid, parfait. Chaque meuble avait sa place exacte, chaque surface brillait immaculée, et il n'y avait pas un seul objet en dehors de son emplacement désigné. Pour Sébastien, c'était la maison parfaite. Pour Chloé, cela ressemblait à une prison dorée. « Votre emploi du temps sera le suivant », annonça Sébastien le premier lundi matin, lui tendant une feuille de papier imprimée. Petit déjeuner à 7 heures pile, exercice à la salle de sport de l'immeuble de 8 à 9, séance d'étiquette et de protocole avec Madame Dubois de 10 à midi, déjeuner léger, et l'après-midi, vous aurez du temps libre pour étudier les dossiers des personnes que nous rencontrerons lors des prochains événements. Chloé prit le papier et le lut calmement, sentant l'irritation monter en elle. Quand elle eut fini, elle plia soigneusement la feuille et la lui rendit. Non. Sébastien cligna des yeux, comme s'il avait mal entendu. « Pardon ? » « Non, » répéta Chloé, se servant du café dans une tasse en porcelaine qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel. « Je ne suis pas une employée de bureau à qui vous pouvez dicter des horaires. Je suis une femme adulte qui a accepté un accord spécifique, pas de devenir votre robot personnel. Cet accord exige que vous vous comportiez comme quelqu'un de mon cercle social. Pour cela, vous avez besoin de préparation, de discipline, de structure. Et je vous assure que je peux me comporter parfaitement sans que vous me traitiez comme une enfant. » répondit Chloé, gardant sa voix calme mais ferme. « Hier soir au musée, j'ai démontré que je n'avais pas besoin qu'on me dicte chaque mouvement. » Sébastien s'approcha d'elle, ses yeux gris brillants de cette intensité qu'elle avait déjà appris à reconnaître comme un signe de danger. « Chloé, ce n'est pas un jeu. Ma réputation, mes affaires, tout est en jeu. Je ne peux pas me permettre d'erreurs. Et qui a dit que j'allais commettre des erreurs ?» lui soutint-elle le regard sans ciller. « Jusqu'à présent, le seul qui a failli gâcher le spectacle, c'est vous, avec vos crises de jalousie hier soir. » L'accusation tomba entre eux comme une bombe. Sébastien resta immobile, sa mâchoire se crispant. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît. » Chloé laissa échapper un rire sans humour. « Quand Antoine m'a invité à danser, vous aviez l'air de vouloir le tuer.
Et après, dans la voiture, vous étiez si tendu que j'ai cru que vous alliez briser le volant. C'est ridicule. Vraiment, parce que de là où j'étais, il semblait que l'homme froid et calculateur avait perdu le contrôle pour la première fois de sa vie. Sébastien recula d'un pas, comme si les mots de Chloé l'avaient frappé physiquement. Il passa une main dans ses cheveux, les décoiffant pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Je vais au bureau », murmura-t-il, et il quitta le penthouse sans dire un mot de plus. Les jours suivants établirent un schéma particulier. Sébastien tentait d'imposer son contrôle par de petites règles et suggestions. Ce qu'elle devrait prendre au petit déjeuner, quels vêtements étaient les plus appropriés, comment elle devrait occuper son temps. Chloé résistait à chaque tentative avec un mélange de logique implacable et un calme qui le rendait fou. « Pourquoi ne puis-je pas porter mes propres chaussures ?» demanda-t-elle un après-midi, regardant les boîtes de créateurs qu'il avait commandées. « Parce que ces chaussures ne vont pas avec la robe que vous porterez demain. Mes chaussures sont confortables, élégantes, et je les aime. N'est-ce pas ce qui compte? Ce qui compte, c'est l'image que nous projetons ensemble. » « Non, Sébastien. » Chloé se tourna vers lui, ses yeux sombres brillants. « Ce qui vous importe, c'est d'avoir un contrôle total sur chaque aspect de cette situation. Mais je ne suis pas l'une de vos entreprises que vous pouvez diriger depuis une salle de réunion. » Il la regarda fixement, cherchant une réponse qui ne venait pas. Il avait dirigé des corporations multimilliardaires. Il avait négocié avec les hommes les plus puissants du monde, mais cette femme le désarmait avec une facilité qui le terrifiait. Cependant, entre les conflits quotidiens, quelque chose de plus subtil commençait à se développer. De petits moments qu'aucun des deux ne reconnaissait ouvertement, mais qui s'accumulaient comme des gouttes d'eau creusant la pierre. Un matin, Sébastien se réveilla plus tard que d'habitude et trouva que Chloé avait préparé du café. Pas le café cher qu'il achetait, mais quelque chose de différent, plus fort, avec un arôme qui remplissait toute la cuisine. « C'est du café à la cannelle », expliqua-t-elle quand il le sentit avec curiosité. « Ma grand-mère m'a appris à le faire. Il y a de la cannelle et un peu de sucre. » Sébastien en prit une gorgée et ferma involontairement les yeux. Cela sentait la maison, la tradition, des choses qu'il avait oubliées qu'elles existaient. « C'est très bon. Mon père disait que le café à la cannelle pouvait guérir toute mauvaise humeur. » Chloé sourit doucement, mais Sébastien remarqua comment son expression s'assombrissait en mentionnant son père. « Est-ce qu'il est mort il y a longtemps ?» La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Chloé se tendit légèrement. 2 ans. Cancer du poumon. Elle marqua une pause. Il a travaillé toute sa vie dans une usine. Il fumait trop, il ne s'est jamais soigné. Quand il est tombé malade, nous n'avions pas d'argent pour les meilleurs traitements. Sébastien sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une piqûre de quelque chose qu'il ne savait identifier. « Je suis désolé. » Il disait toujours qu'il n'y avait rien à regretter, qu'il avait vécu une bonne vie, qu'il nous avait donné le meilleur qu'il pouvait. Chloé s'essuya discrètement les yeux. « Mais ma mère ne s'en est jamais remise. Depuis, elle est fragile. C'est pour ça que je travaille tant. » Cette nuit-là, Sébastien resta éveillé plus longtemps que d'habitude, pensant aux mots de Chloé, pensant à un homme qui avait travaillé jusqu'à en mourir pour sa famille, à une femme qui sacrifiait tout pour prendre soin de sa mère. C'était un monde complètement étranger au sien, où l'amour se mesurait en sacrifices et non en chiffres bancaires. Le lendemain, quand Chloé revint de sa visite à sa mère, elle trouva une note sur la table de la cuisine. De l'écriture parfaite de Sébastien, elle disait simplement « Merci pour le café. J'ai fait vérifier les assurances médicales de votre mère. Tout est couvert maintenant. S. » Chloé lut la note 3 fois avant de sentir ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas seulement le geste, bien qu'il fût incroyablement généreux. C'était le fait qu'il avait écouté, avait compris, avait agi sans rien attendre en retour. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au penthouse, elle se demanda qui était vraiment l'homme derrière le masque de froideur. Et pour la première fois, Sébastien avait fait quelque chose sans calculer le bénéfice pour lui-même. Tous deux commençaient à découvrir que les murs qu'ils avaient construits autour de leur cœur avaient des fissures plus profondes qu'ils ne l'avaient imaginé. La terrasse du penthouse était devenue leur refuge non déclaré. C'était là que Chloé allait quand elle avait besoin d'air frais après une journée enfermée entre les murs de verre, et là que Sébastien s'échappait quand le poids de ses responsabilités devenait suffocant. À 11 heures du soir, avec Paris brillant comme une mer d'étoiles à leurs pieds et la brise fraîche de la ville caressant leur visage, ils s'y étaient retrouvés par hasard plusieurs fois au cours de la semaine. Cette nuit ne fut pas différente. Sébastien était déjà là quand Chloé sortit, tenant un verre de vin rouge, tout en contemplant les lumières qui s'étendaient jusqu'à l'horizon.
Il portait une chemise blanche sans cravate, les 2 premiers boutons défaits, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il avait l'air humain. « Je n'arrivais pas à dormir », murmura Chloé, s'approchant de la balustrade. « Moi non plus », répondit-il, sans quitter la ville des yeux. « Vous voulez ?» lui offrit-il son verre. Chloé hésita un instant, puis accepta. Le vin était doux, coûteux, mais ce qui la surprit vraiment fut l'intimité du geste. Partager un verre était quelque chose que faisaient les amis, les amants, pas 2 personnes piégées dans un accord commercial. « Vous avez toujours des insomnies ?» demanda-t-elle, lui rendant le verre. Sébastien haussa les épaules, ses doigts effleurant les siens en reprenant le vin. « Depuis que je suis enfant. Ma mère disait que c'était parce que j'avais trop d'énergie, mais je crois que c'était parce que j'avais trop de pensées. » Il marqua une pause. Elle n'avait pas beaucoup de patience pour les enfants qui pensaient trop. Il y avait quelque chose dans sa voix, une note de tristesse si subtile qu'elle se perdait presque dans le vent nocturne. Chloé le regarda de profil, remarquant comment ses épaules se tendaient légèrement. « Comment était votre enfance ?» Sébastien rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. « Efficace. Mon père a bâti un empire, et depuis que je pouvais marcher, je savais qu'un jour il serait à moi. Cours d'étiquette à 5 ans, leçons de finance à 8 ans, réunion du conseil à 12 ans. Ma mère s'est assurée que je comprenais que les sentiments étaient un luxe que les Lefebvre ne pouvaient pas se permettre. Et votre père ?»« Mon père ?» Sébastien prit une autre gorgée de vin. « Mon père était un géant, brillant, implacable, prospère. Il est aussi mort d'une crise cardiaque à 52 ans, travaillant jusqu'au dernier jour. Je suppose que c'est le destin des hommes de ma famille. » Chloé sentit une piqûre dans sa poitrine. La similitude avec l'histoire de son propre père était troublante, bien que pour des raisons complètement différentes. « Vous n'avez jamais voulu être autre chose ? Comme quoi ?» Sébastien la regarda avec une curiosité sincère. « C'est la seule chose que je connaisse. Les affaires, les stratégies, les chiffres, c'est mon langage naturel. Je ne sais pas. Quelque chose qui vous rendrait heureux. » La question le frappa comme une gifle. Sébastien resta silencieux un long moment, comme s'il considérait réellement la réponse pour la première fois de sa vie. « Je ne suis pas sûr de me souvenir ce que ça fait d'être heureux », admit-il finalement. L'honnêteté crue de sa confession fit que Chloé eut envie de pleurer. Sans y penser, elle tendit sa main et couvrit la sienne sur la balustrade. « Moi je m'en souviens », murmura-t-elle. « Mais parfois j'ai l'impression que c'était dans une autre vie. » Sébastien regarda leurs mains unies, surpris par le naturel du contact. « Quand était la dernière fois ?»« Le dernier jour où mon père était conscient à l'hôpital. Il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'avais été la meilleure fille qu'un homme puisse demander. » Sa voix se brisa légèrement. « Il est mort 3 jours après. Chloé, depuis tout n'a été que survie. Travailler à l'hôtel la nuit, prendre soin de ma mère le jour, faire des petits boulots supplémentaires le week-end. Je n'ai pas eu le temps d'être heureuse. J'ai à peine eu le temps de respirer. » Sébastien tourna sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens, un geste si intime qu'ils en furent tous 2 surpris. « 3 boulots » murmura-t-il. Quels étaient les 2 autres? Nettoyage de bureau très tôt le matin et le samedi, j'aide dans une petite boulangerie-pâtisserie près de chez moi. Chloé sourit tristement. Glamour, n'est-ce pas? Admirable, corrigea Sébastien, et à la façon dont il le dit, elle sut qu'il le pensait vraiment. Je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Travailler pour vivre? Bien sûr que si. Non, sacrifier tout par amour, faire passer quelqu'un d'autre avant moi-même. Je ne sais pas comment faire ça. Leurs yeux se rencontrèrent dans la pénombre, et quelque chose changea dans l'air entre eux. La distance qu'ils avaient soigneusement maintenue commença à se dissiper comme le brouillard au lever du soleil. « Vous n'avez jamais été amoureux ?» demanda Chloé doucement. Sébastien pensa aux femmes qui avaient traversé sa vie. Mannequins, actrices, héritières, toutes belles, toutes appropriées, toutes aussi vides que lui. Je pensais que oui. Mais maintenant, je réalise que ce n'était que des arrangements pratiques. Je n'ai jamais eu l'impression de ne pas pouvoir vivre sans quelqu'un. Il la regarda intensément. Et vous? Une fois, à l'université. Mais quand mon père est tombé malade, il n'a pas pu comprendre pourquoi je devais arrêter mes études pour m'occuper de ma famille. Il a dit que je gâchais mon avenir pour des gens qui avaient déjà vécu leur vie. Et qu'avez-vous fait? Je l'ai envoyé balader, répondit Chloé avec un sourire féroce. Ma famille est la chose la plus importante que j'ai. S'il ne pouvait pas comprendre ça, alors il ne me connaissait pas du tout. Sébastien sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une profonde admiration mélangée à quelque chose de plus dangereux. « Vous êtes extraordinaire », murmura-t-il, sans se rendre compte qu'il avait parlé à voix haute. Chloé le regarda surprise, et pendant un instant,
Le monde se réduisit aux centimètres qui les séparaient. Sébastien s'approcha légèrement, ses yeux descendant vers ses lèvres. Chloé ne recula pas. Au contraire, elle sembla s'incliner vers lui. L'espace entre eux se fit plus petit. Leurs respirations se mêlèrent. Sébastien leva sa main libre pour caresser sa joue et Chloé ferma les yeux au contact. Ils étaient sur le point de s'embrasser quand le téléphone de Sébastien sonna avec urgence. Tous deux se séparèrent, comme s'ils avaient reçu une décharge électrique. Sébastien regarda l'écran et maudit à voix basse. « Je dois répondre. C'est de Tokyo. » Chloé hocha la tête, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. « Bien sûr. » Sébastien hésita, la regardant comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais le téléphone continua de sonner avec insistance. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il avant de s'éloigner pour prendre l'appel. Chloé resta seule sur la terrasse, se touchant la joue où elle pouvait encore sentir le fantôme de sa caresse. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne invisible, que ce qui venait de se passer changerait tout entre eux, et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté cet accord fou, elle n'était pas sûre de vouloir revenir en arrière. La tour d'affaires de Lefebvre International se dressait comme une aiguille de verre et d'acier au cœur de la Défense, reflétant le ciel parisien dans ses fenêtres infinies. Au 32e étage, la salle de réunion la plus exclusive de l'entreprise était prête pour la réunion trimestrielle de la Fondation Lefebvre pour l'Espoir, l'organisation caritative qui avait été le projet le plus cher à la mère de Sébastien. Chloé se sentit mal à l'aise lorsqu'ils entrèrent dans le salon. Elle avait participé à des événements mondains, elle avait navigué dans la haute société avec grâce, mais c'était différent. C'était le cœur de l'empire commercial de Sébastien, où des décisions qui affectaient des milliers de vies étaient prises et des millions d'euros étaient déplacés. « Détendez-vous » murmura Sébastien, remarquant son nervosité. « C'est juste une réunion de routine. » Mais lorsque les portes en acajou s'ouvrirent et que les autres membres du conseil entrèrent, Chloé sut immédiatement que rien de cette réunion ne serait routinier. Le dernier à arriver était un homme qui semblait tout droit sorti des pages d'un magazine de mode. Grand, élégant, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire capable de faire fondre les glaciers. Son costume gris anthracite était taillé à la perfection, et lorsqu'il se déplaçait, il le faisait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. « Sébastien, mon ami, » dit-il d'une voix chaleureuse, s'approchant les bras ouverts. « Quel plaisir de te voir. »« Diego, » répondit Sébastien, acceptant l'étreinte avec moins d'enthousiasme. « Je croyais que tu étais en Europe. Je suis rentré la semaine dernière. Je ne pouvais pas manquer cette réunion, surtout quand j'ai appris que tu avais une compagnie spéciale. » Diego Dubois de Montaigne porta son regard vers Chloé et ses yeux s'illuminèrent d'un intérêt qui la mit mal à l'aise. « Diego, je te présente Chloé Martin, ma fiancée. »« Chloé, voici Diego Dubois de Montaigne, chirurgien esthétique et consultant de la Fondation depuis des années. » Diego prit la main de Chloé et la porta à ses lèvres dans un geste techniquement correct, mais qui parut excessivement intime. « Le plaisir est entièrement le mien, » murmura-t-il, gardant sa main plus longtemps que nécessaire. « Sébastien m'avait dit qu'elle était belle, mais il ne m'avait pas préparé à tant d'élégance naturelle. » Chloé retira doucement sa main, sentant la tension émanant de Sébastien comme des ondes de chaleur. « C'est un plaisir de vous rencontrer, docteur Dubois. S'il vous plaît, appelez-moi Diego. Toute fiancée de Sébastien est de la famille pour moi. » Durant la réunion, Diego fut un modèle de professionnalisme et de charisme. Il présenta les résultats des chirurgies reconstructives que la Fondation avait financées au cours du dernier trimestre, parla avec passion des enfants qui avaient retrouvé l'espoir grâce au traitement et proposa de nouvelles initiatives avec une éloquence qui impressionna tous les présents. Mais Chloé remarqua des choses que les autres semblaient ignorer. La façon dont Diego la regardait quand il pensait que personne ne s'en rendait compte. Comment il dirigeait ses commentaires vers elle, l'incluant dans des conversations techniques avec des questions qui semblaient conçues pour la faire se sentir spéciale. Les petits compliments qu'il intercalait entre les données médicales. « C'est admirable de voir une femme si jeune engagée dans des causes sociales », commenta Diego durant une pause. « Peu de personnes de votre génération comprennent l'importance de redonner à la société. En réalité, je crois que ma génération comprend mieux que jamais l'importance d'aider ceux qui en ont le plus besoin, » répondit Chloé diplomatiquement. « Quelle perspective rafraîchissante !» Diego sourit, s'approchant d'un pas. « J'adorerais connaître votre opinion sur certains de nos programmes. Peut-être pourrions-nous déjeuner bientôt et discuter de quelques idées que j'ai. » Sébastien apparut à ses côtés comme matérialisé de nulle part. « Chloé a déjà un emploi du temps très chargé, » dit-il d'une voix contrôlée mais froide. «
Bien sûr, bien sûr. Diego leva les mains en signe de conciliation. Je pensais juste qu'un esprit frais comme le sien pourrait apporter des idées précieuses à notre travail. Le reste de la réunion se déroula sans incident, mais Chloé put sentir la tension croissante entre les deux hommes. Elle était subtile, civilisée, mais elle était là, dans les regards qu'ils échangeaient, dans les pauses légèrement plus longues quand Diego parlait, dans la façon dont Sébastien se positionnait de manière protectrice près d'elle. Quand ils sortirent finalement de l'immeuble, Sébastien était visiblement agacé. « Qu'as-tu pensé de Diego ?» demanda-t-il en attendant l'ascenseur. Chloé choisit ses mots avec soin. « Il est charismatique. Il sait définitivement se présenter. Mais il y a quelque chose chez lui qui ne me convainc pas. La façon dont il me regardait, les choses qu'il disait, ça semblait trop calculé. » Sébastien la regarda avec surprise. « Diego est un ami de la famille depuis des années. Il a étudié avec moi à HEC. Il est consultant de la fondation depuis que ma mère l'a établi. C'est l'un des chirurgiens esthétiques les plus respectés du pays. Je ne remets pas en question ses qualifications médicales, insista Chloé. Je dis qu'il m'a donné un mauvais pressentiment, comme s'il jouait un rôle. Tu es paranoïaque, Sébastien secoua la tête. Diego peut être un peu intense avec les femmes, mais il est inoffensif. De plus, il est très engagé dans sa carrière. Il n'a pas le temps pour des jeux. Chloé ressentit une pointe de frustration. Il était évident que Sébastien ne voulait pas voir ce qu'elle avait perçu, et sa loyauté aveugle envers Diego l'agaçait plus qu'elle n'aurait dû. « D'accord, » murmura-t-elle. « Peut-être as-tu raison. » Mais elle savait que non. Il y avait quelque chose chez Diego Dubois de Montaigne qui ne collait pas, quelque chose derrière ce sourire parfait et ces mots mielleux qui activaient tous ses instincts de survie. Cette nuit-là, tandis que Sébastien travaillait dans son bureau, Chloé resta éveillée, pensant à la réunion. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Diego l'avait évalué, l'étudiant comme un prédateur étudie sa proie. Et ce qui la préoccupait le plus était que Sébastien, l'homme qui pouvait détecter un mensonge lors d'une négociation à des kilomètres de distance, semblait complètement aveugle aux véritables intentions de son vieil ami. Le lendemain, Diego l'appela directement. « Chloé, j'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai obtenu votre numéro. Sébastien me l'a donné pour les affaires de la fondation. De quoi avez-vous besoin, docteur Dubois ? Diego, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai pensé à notre conversation d'hier et j'aimerais vous inviter à visiter personnellement l'un de nos centres de rééducation. Je pense que le travail que nous faisons vous impressionnerait. Je devrais d'abord en parler à Sébastien. Bien sûr, bien que... » Sa voix adopta un ton plus intime. « Je pensais aussi que vous aimeriez peut-être avoir votre propre espace dans ce monde, être plus que la jolie fiancée lors des événements mondains. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Diego avait identifié exactement son insécurité la plus profonde et l'avait utilisée comme un appât. « Merci pour l'invitation, » répondit-elle prudemment. « J'y réfléchirai. » Quand elle raccrocha, Chloé réalisa que le jeu avait commencé. Et pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Sébastien, elle sentit qu'elle était véritablement en danger. Les semaines suivantes furent comme marcher sur un champ de mines. Diego avait commencé une campagne subtile mais implacable contre Chloé, si élégamment exécutée qu'elle était presque imperceptible pour quiconque n'était pas la cible directe de ses attaques. Tout commença lors de la deuxième réunion de la Fondation, lorsque Chloé suggéra qu'il pourrait étendre les programmes de chirurgie reconstructive pour inclure les victimes de violences domestiques. Quelle idée! Noble, commenta Diego avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bien que je me demande si vous comprenez vraiment les complexités médicales et légales que cela impliquerait. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît de l'extérieur. Chloé sentit le coup, mais garda son sang-froid. Vous avez raison, je ne suis pas médecin, mais j'ai étudié des cas similaires dans d'autres pays. En Belgique, par exemple, ils ont un programme qui a montré des résultats extraordinaires. La Belgique, Diego hocha la tête avec condescendance. Bien sûr, il est compréhensible que vous cherchiez des références ailleurs quand vous n'avez pas d'expérience directe dans le domaine. Mais les réalités de la France sont très différentes, ma chère. Le mot « ma chère » sonna comme une insulte déguisée en affection. Sébastien, absorbé par les rapports financiers, ne sembla pas remarquer l'échange. Lors de la troisième réunion, lorsque Chloé présenta une proposition détaillée sur le programme qu'elle avait développé, Diego attaqua avec plus de force. « Je suis impressionné par votre enthousiasme, Chloé, » dit-il, examinant les documents avec l'expression de quelqu'un qui trouve des erreurs évidentes. « Mais je pense que vous devez peut-être mieux comprendre comment ces choses fonctionnent. Ne serait-il pas plus approprié que vous commenciez par observer nos processus existants
avant de suggérer des changements si ambitieux? J'observe depuis des semaines, répondit Chloé, sentant la colère monter en elle. Et je crois que ma perspective externe pourrait être précieuse. Bien sûr, Diego leva les mains en signe d'apaisement. Je suggère simplement que nous devrions peut-être laisser les décisions médicales aux médecins, ne croyez-vous pas? Cette fois, Chloé remarqua que plusieurs membres du conseil échangèrent des regards. Sébastien continua de ne pas lever les yeux de ses papiers. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva lors de la réunion du mois suivant. Chloé avait travaillé jour et nuit sur une présentation concernant le microfinancement pour les petites entreprises dirigées par des femmes qui avaient été bénéficiaires de la fondation. C'était un projet qui l'enthousiasmait sincèrement, quelque chose qui pourrait créer un impact durable au-delà des chirurgies. « C'est une idée intéressante », commença Diego, après qu'elle eut terminé sa présentation. « Mais je me demande si nous ne perdons pas le cap. Notre fondation est spécialisée dans la médecine reconstructive. Ne serions-nous pas en train de diluer nos ressources dans des domaines où nous n'avons pas d'expérience? Je crois que donner à ces femmes des opportunités économiques fait partie intégrante de leur rétablissement, répondit Chloé fermement. Oh, je suis sûr que c'est très bien intentionné. Diego sourit avec une douceur vénéneuse. Mais nous devons être réalistes quant à nos capacités. Tout le monde ne peut pas être expert en tout, surtout quand on vient de, disons, des milieux moins privilégiés où ces complexités ne sont pas familières. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Diego avait franchi une ligne. Il avait fait directement référence aux origines modestes de Chloé devant tout le conseil. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes d'humiliation et de colère, mais elle les ravala. « Vous avez raison », murmura-t-elle. « Je ne comprends clairement pas les complexités comme vous. » Pour la première fois de toute la réunion, Sébastien leva les yeux de ses documents. Quelque chose dans le ton de la voix de Chloé, dans la tension qui émanait d'elle, capta finalement son attention. Il regarda autour de la table et remarqua les expressions inconfortables des autres membres, le sourire satisfait de Diego, la posture vaincue de Chloé. « Un instant, » dit Sébastien, sa voix coupant l'air comme un rasoir. « Qu'est-ce que je viens de manquer ?» Diego se redressa, gardant son masque d'innocence. « Nous discutions simplement de la proposition de Chloé. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que, bien qu'elle soit bien intentionnée, elle n'est peut-être pas pratique pour notre organisation. » Sébastien regarda les papiers devant Chloé, puis la regarda. Pour la première fois, il la vit vraiment. La tension dans ses épaules, le scintillement de larmes contenues dans ses yeux, la façon dont elle avait rétracté son énergie naturelle, comme un animal blessé. « Puis-je voir la proposition ?» demanda-t-il. Chloé lui passa les documents sans dire un mot. Sébastien les lut en silence, et à chaque page, son expression se durcissait davantage. « C'est brillant », déclara-t-il finalement, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Non seulement c'est innovant, mais c'est exactement le type d'approche intégrale dont notre fondation a besoin pour évoluer. Diego cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réaction. « Sébastien, je crois que vous êtes peut-être un peu trop émotif à ce sujet. En tant que médecin, je peux vous assurer que... » « En tant que médecin, l'interrompit Sébastien, se levant de sa chaise avec une fureur contrôlée, qui tendit tous les présents dans la pièce. « Vous devriez comprendre mieux que quiconque que la guérison va au-delà de la chirurgie. Et en tant que consultant de cette fondation, vous devriez soutenir les idées qui étendent notre impact et non attaquer la personne qui les propose. » L'air dans la salle devint électrique. Diego ouvrit la bouche pour répondre, mais Sébastien n'avait pas terminé. Chloé a apporté plus d'idées fraîches et innovantes à cette organisation en 2 mois que ce que nous avons vu en des années. S'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas les complexités du travail que nous faisons, ce n'est pas elle. Il se tourna vers le reste du conseil. Cette proposition est approuvée. Je veux qu'elle soit mise en œuvre comme projet pilote au cours des 3 prochains mois. Et Diego, sa voix devint glaciale. Si vous osez encore parler à ma fiancée avec cette condescendance, vous allez découvrir à quel point je peux être intolérant. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Diego était devenu pâle. Les autres membres du conseil regardaient entre Sébastien et Chloé avec fascination et elle l'observait comme si elle le voyait pour la première fois. « Je crois que nous en avons terminé pour aujourd'hui », annonça Sébastien. La séance est levée. Tandis que les autres quittèrent la salle avec des murmures nerveux, Chloé resta assise, digérant encore ce qui venait de se passer. Sébastien avait fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru qu'il ferait. Il avait mis sa relation avec un vieil ami en péril pour la défendre. Quand ils furent enfin seuls, Sébastien s'approcha de sa chaise. « Je suis désolé », murmura-t-il. «
J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt de ce qui se passait. Chloé leva les yeux, ses yeux brillants d'un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond. Personne ne m'avait jamais défendu comme ça. Sébastien tendit sa main vers elle, et quand Chloé la prit, elle sentit un courant électrique parcourir tout son corps. Ils restèrent ainsi un instant, se regardant fixement, puis il l'aida à se lever. Ils étaient si proches qu'elle pouvait sentir sa respiration. Sébastien leva sa main libre pour caresser sa joue, et cette fois Chloé se pencha vers le contact. « Chloé » murmura-t-il, s'approchant davantage. Elle ferma les yeux, et juste au moment où leurs lèvres étaient sur le point de se rencontrer, le téléphone de Sébastien sonna avec urgence. Ils se séparèrent brusquement, mais quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Sébastien n'était plus seulement l'homme qu'il avait embauché pour une mise en scène. Il était quelqu'un qui avait risqué quelque chose d'important pour la protéger. Et pour la première fois, Chloé se permit de se demander si ce qu'elle ressentait pour lui pouvait être réel. L'appel arriva à 3 heures du matin, un mardi. Sébastien était en train de revoir des contrats dans son bureau lorsqu'il entendit le téléphone de Chloé sonner avec insistance depuis la chambre d'amis. D'abord une fois, puis une autre, et enfin une troisième qui la réveilla avec un cri étouffé. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» La voix de Chloé traversa les murs du penthouse chargé de panique. Sébastien laissa tomber les documents et courut vers sa chambre. Il la trouva assise sur le lit, le téléphone tremblant dans sa main, les larmes coulant sur ses joues comme des rivières de désespoir. « C'est bon, j'arrive tout de suite », murmura-t-elle au téléphone avant de raccrocher. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sébastien depuis l'embrasure de la porte. Chloé le regarda avec des yeux exorbités, comme si elle ne pouvait pas digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Ma mère, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle a eu une crise cardiaque. Les médecins disent qu'elle est très gravement malade. » Sans réfléchir, Sébastien s'approcha d'elle et la prit par les épaules. « Calme-toi, respire. À quel hôpital l'ont-ils emmenée ?»« À l'hôpital Bichat-Claude Bernard, » murmura Chloé. « Mais je n'ai pas d'argent pour... Si elle a besoin d'une opération, si elle a besoin de soins spéciaux, je ne peux pas. » Sa voix se brisa complètement. Sébastien sentit quelque chose se fracturer dans sa poitrine en la voyant si vulnérable, si perdue. « Habille-toi, » lui dit-il d'une voix ferme mais douce. « On va à l'hôpital. Tout de suite. » Le trajet en voiture fut un flou de lumière nocturne et de rues vides. Chloé pleurait en silence, tandis que Sébastien conduisait, passant des appels avec son kit main libre. D'abord au directeur de la clinique Bizet, ensuite au meilleur cardiologue de la ville, puis à son assistante personnelle pour qu'elle active tous les contacts médicaux qu'il avait. « Sébastien, je ne peux pas te demander de faire ça, » murmura Chloé quand elle réalisa ce qui se passait. « Tu ne me le demandes pas, » répondit-il sans quitter la route des yeux. « Je le fais parce que je le veux. » L'hôpital public était tout le contraire du monde de luxe dans lequel Sébastien vivait. Des couloirs bondés, une odeur de désinfectant mêlée de désespoir, des familles entières campant sur des chaises en plastique, attendant des nouvelles. Chloé courut vers la réception, tandis que Sébastien la suivait, sentant le poids des regards curieux que son costume cher attirait dans cet endroit. « Je cherche Madame Marie Martin. Elle a été amenée ici ce matin, » dit Chloé d'une voix entrecoupée. L'infirmière vérifia son ordinateur avec une lenteur qui les tuait. « Elle est à l'unité de soins intensifs, 3e étage. Seuls les membres de la famille proche. » Ils montèrent dans un ascenseur qui s'arrêtait à chaque étage, ramassant et déposant des gens. Sébastien observait Chloé, la voyant essayer de garder son sang-froid alors que son monde s'écroulait. Sans réfléchir, il prit sa main et la serra doucement. « Ça va aller », lui murmura-t-il. Quand ils arrivèrent enfin aux soins intensifs, le médecin de garde leur expliqua la situation avec cette froideur professionnelle que Sébastien connaissait bien du monde des affaires, mais qui ici sonnait cruellement. L'infarctus a été grave. Elle a besoin d'une chirurgie de pontage, mais c'est risqué à son âge. De plus, elle nécessitera des soins post-opératoires spéciaux, des médicaments coûteux, une rééducation. « Combien ?» interrompit Sébastien. Le docteur le regarda surpris. « Pardon ? Combien va coûter le traitement complet ? Monsieur, c'est un hôpital public, mais les procédures spécialisées... » Docteur, Sébastien sortit sa carte de visite. « Je veux que Madame Martin reçoive le meilleur traitement possible. L'argent n'est pas un problème. De quoi avez-vous besoin pour que cela se produise ?» Les heures suivantes passèrent comme un tourbillon. Sébastien coordonna le transfert de la mère de Chloé à la clinique Bizet, où la meilleure équipe de chirurgiens cardiaques du pays l'attendait. Tandis que les ambulanciers préparaient l'ambulance,
Chloé put enfin voir sa mère. Madame Marie Martin semblait minuscule parmi les machines et les fils. Ses yeux, si semblables à ceux de Chloé, se remplirent de larmes quand elle vit sa fille. « Ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi, » murmura-t-elle d'une voix faible. « J'ai déjà vécu ma vie. »« Ne dis pas ça, maman. Tu vas te rétablir. Je te le promets. » Quand elles sortirent de la chambre, Chloé s'effondra contre le mur du couloir. Sébastien l'enveloppa dans ses bras sans hésiter, sentant comme elle tremblait contre sa poitrine. « Je ne peux pas la perdre elle aussi, » sanglota-t-elle. « Pas après papa, je ne peux pas rester seule. »« Tu ne vas pas rester seule, » murmura Sébastien contre ses cheveux. « Je suis là. » À la clinique Bizet, tout fut différent. Attention immédiate, chambre privée, la meilleure équipe médicale. Sébastien resta avec Chloé pendant toute la chirurgie qui dura 6 heures. Il la vit traverser toutes les émotions possibles. Peur, espoir, désespoir, foi. Lorsque le chirurgien sortit enfin du bloc opératoire avec un sourire fatigué mais optimiste, Chloé s'effondra dans les bras de Sébastien, cette fois de soulagement. La chirurgie a été un succès. Avec les soins appropriés, elle devrait se rétablir complètement. Les jours suivants, Sébastien découvrit un côté de lui-même qu'il ignorait. Il resta à la clinique avec Chloé, dormant sur des chaises inconfortables, mangeant de la nourriture de distributeurs automatiques, tenant sa main, tandis qu'il veillait sur le sommeil de sa mère. Il vit comment Chloé parlait à sa mère inconsciente, lui racontant sa journée, les fleurs sur la fenêtre, comment elle se sentait. Il vit la dévotion pure dans ses yeux, l'amour inconditionnel qui ne connaissait ni prix ni limite. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» lui demanda Chloé un soir, alors qu'ils partageaient un café froid dans la salle d'attente. Sébastien la regarda, cherchant les mots justes. « Parce que je n'avais jamais vu quelqu'un aimer de la façon dont tu aimes, et tu me donnes envie d'être une meilleure personne. » Sébastien. « Non, laisse-moi finir. » Il prit ses mains entre les siennes. « Toute ma vie, j'ai poursuivi des choses que je croyais importantes. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais ces derniers jours, en voyant ce qui est vraiment important pour toi, j'ai réalisé que j'avais vécu une vie vide. » Chloé sentit ses yeux se remplir de larmes encore une fois, mais cette fois ce n'était pas de tristesse. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait pour moi, pour ma famille. Je ne pourrai jamais te payer. Je ne veux pas que tu me paies. » Sébastien s'approcha d'elle. « Je veux que tu me laisses rester. Je veux que tu me laisses faire partie de ça, de ta vraie vie, pas seulement de la mise en scène. » Le couloir de l'hôpital s'était vidé. Les lumières fluorescentes créaient une atmosphère étrangement intime. Sébastien leva sa main pour caresser la joue de Chloé, et cette fois elle ne recula pas. « Tu es sûre ?» murmura-t-elle. « Parce que ce n'est pas un jeu pour moi. Si tu m'embrasses maintenant, si tu me dis que tu veux rester, il faut que ce soit réel. »« Je n'ai jamais été plus sûr de quelque chose dans ma vie, » répondit-il, s'approchant lentement. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si tout se mettait en place. Ce ne fut ni désespéré ni urgent, ce fut doux, tendre, rempli de promesses silencieuses et d'espoir partagé. Ce fut le premier vrai baiser de tous les deux, le premier qui signifiait plus que la passion ou la convenance. Quand ils se séparèrent, Sébastien posa son front contre le sien. « Ce n'est plus un accord commercial, n'est-ce pas ?» Chloé sourit pour la première fois depuis des jours. « Ça ne l'a jamais été, du moins pas pour moi. » Et dans ce couloir d'hôpital, sous des lumières fluorescentes et entouré de l'odeur de désinfectant, quelque chose commença que ni l'un ni l'autre n'avait espéré trouver, l'amour véritable. Avec Madame Marie Martin hors de danger et en voie de guérison, Sébastien et Chloé purent enfin se tourner vers le problème qui avait couvé comme une plaie infectée, Diego Dubois de Montaigne. Sébastien avait commencé à voir son vieil ami avec de nouveaux yeux après la confrontation dans la salle de réunion, et ce qu'il voyait ne lui plaisait pas du tout. Les commentaires condescendants, les regards calculés, la façon dont il manipulait les conversations, tout indiquait un schéma qu'il avait été trop aveugle pour reconnaître. « J'ai besoin que tu engages un détective privé », lui dit Chloé un matin, alors qu'il déjeunait sur la terrasse. « Quelqu'un de discret, qui puisse vérifier les antécédents de Diego sans éveiller les soupçons. » Sébastien leva les yeux de son café, surpris par la détermination dans sa voix. « Tu es sûr ? Si nous ne trouvons rien, cela pourrait nuire à la relation avec quelqu'un qui est réellement innocent. Et si nous trouvons quelque chose, tu pourrais protéger de futures victimes, » répondit Chloé avec fermeté. « Mon instinct m'a dit dès le premier jour que quelque chose n'allait pas. Je fais confiance à cet instinct. Monsieur Laurent Perrin était le meilleur détective privé de la ville, discret comme une ombre et efficace comme un scalpel.
En moins d'une semaine, il avait commencé à démêler un réseau de corruption qui laissa Sébastien glacé. Diego Dubois de Montaigne n'est pas seulement un chirurgien esthétique ambitieux, informa M. Perrin lors d'une réunion secrète dans le penthouse. Il a été impliqué dans des fraudes médicales dans au moins 3 institutions différentes au cours des 10 dernières années. Sébastien sentit son estomac se nouer, tandis que M. Perrin étalait des photographies, des documents bancaires et des rapports médicaux falsifiés sur la table en verre. À l'hôpital Saint-Louis, il a gonflé les coûts des chirurgies reconstructives et a gardé la différence. À la clinique Montaigne, il réalisait des opérations inutiles sur des patients qui n'en avaient pas besoin. Et lors de son passage en Afrique de l'Ouest, en tant que bénévole lors d'une mission médicale, il a détourné des médicaments qui étaient censés être pour des enfants pauvres. Chloé étudia les documents avec un mélange d'horreur et de satisfaction amère. Ses soupçons avaient été corrects, mais c'était pire que ce qu'elle avait imaginé. « Et dans notre fondation ?» demanda Sébastien d'une voix tendue. « Ah, c'est la cerise sur le gâteau. » Monsieur Perrin sourit d'un air sombre. Il a gonflé les rapports sur le nombre de chirurgies réalisées, créé des patients fantômes et détourné environ 2 millions d'euros au cours des 2 dernières années. Sébastien passa ses mains dans ses cheveux, ressentant un mélange de rage et de trahison qui l'étouffait. « Fils de pute, je lui ai confié l'œuvre de ma mère. » Chloé s'approcha de lui et posa une main réconfortante sur son épaule. « Maintenant, nous connaissons la vérité. Qu'allons-nous faire à ce sujet ?» Les jours suivants furent une campagne militaire parfaitement coordonnée. Sébastien et Chloé travaillèrent jour et nuit, révisant chaque document, vérifiant chaque chiffre, construisant un dossier si solide qu'il serait impossible à réfuter. Les nuits devinrent une danse intime de complicité et de stratégie. Assis par terre dans le bureau, entourés de papiers et d'ordinateurs portables, créant des présentations qui exposeraient chaque mensonge que Diego avait tissé. « Tu crois qu'il se doute de quelque chose ?» demanda Chloé une nuit, levant les yeux d'une feuille de calcul qui montrait des écarts dans les rapports médicaux. « Je ne crois pas, répondit Sébastien, admirant comment la lumière de la lampe créait des ombres dorées sur son visage. Son ego est trop grand pour qu'il puisse imaginer que nous pourrions le découvrir. Sa plus grande erreur a été de nous sous-estimer. » Chloé sourit avec une expression féroce qui fit ressentir à Sébastien une pointe d'admiration et de désir. « Sa plus grande erreur a été de t'attaquer, » corrigea-t-il, s'approchant pour l'embrasser doucement sur le front. « Personne ne touche à ma femme et s'en sort impuni. » Le jour de la réunion du conseil arriva avec un orage qui semblait présager le drame qui était sur le point d'éclater. Sébastien avait discrètement invité des journalistes spécialisés dans l'investigation financière, leur disant qu'ils auraient une exclusivité sur la corruption dans les organisations caritatives. Diego arriva avec son sourire habituel, impeccablement vêtu et apparemment sans aucune préoccupation au monde. Il salua Sébastien avec son étreinte fausse habituelle et tenta d'embrasser la main de Chloé, qui réussit à éviter le contact. « Eh bien, cher collègue, commença Diego quand tout le monde fut assis, j'ai d'excellentes nouvelles concernant nos programmes de chirurgie reconstructive. »« C'est intéressant, » interrompit Sébastien avec un sourire glacial, « parce que nous avons aussi des nouvelles concernant ces programmes. » Diego cligna des yeux, une ombre d'incertitude traversant son visage pour la première fois. « De quoi parles-tu » Sébastien fit un signe de tête à Chloé, qui se leva avec une élégance mortelle et alluma le projecteur. « Nous parlons de ceci, » dit-elle, montrant la première diapositive qui contenait des photographies de documents falsifiés. Et de ceci, la deuxième diapositive révélait des transferts bancaires suspects. Et surtout de ceci, la troisième diapositive montrait une comparaison côte à côte entre les rapports de Diego et la réalité documentée. Le silence dans la salle fut absolu. Diego avait pâli jusqu'à devenir gris et les autres membres du conseil regardèrent les preuves avec des expressions d'horreur croissante. « C'est un malentendu », balbutia Diego, mais sa voix avait perdu toute sa confiance antérieure. « Ces divergences peuvent s'expliquer. Pouvez-vous expliquer comment Marie Dubois, 8 ans, a subi une chirurgie reconstructive le 15 mars alors qu'elle est en réalité décédée dans un accident de voiture le 10 février ?» demanda Chloé d'une voix implacable. Ou comment Pierre Dupont a eu besoin de 2 opérations de bec de lièvre alors qu'il est né sans cette condition. Diego se leva brusquement, son masque de charme s'effondrant finalement. « Vous n'allez pas détruire ma carrière avec ces fabrications. »« Nous n'avons pas besoin de détruire ta carrière, » répondit Sébastien, se levant aussi. « Tu l'as déjà fait. » À ce moment-là, les portes de la salle s'ouvrirent
et 2 agents du parquet entrèrent, suivis par les journalistes que Sébastien avait invités. « Diego Dubois de Montaigne », annonça l'agent principal. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et falsification de documents. » La scène qui suivit fut chaotique. Diego criait des protestations tandis qu'on le menottait. Les journalistes prenaient des photos et posaient des questions. Les membres du conseil chuchotaient entre eux avec un choc évident. Quand Diego fut finalement emmené, Sébastien et Chloé restèrent seuls dans la salle de réunion. L'adrénaline courait encore dans leurs veines et le sentiment de justice accomplie était enivrant. « Nous l'avons fait », murmura Chloé, presque sans pouvoir le croire. « Tu l'as fait », corrigea Sébastien s'approchant d'elle. « J'étais aveugle. Tu as vu la vérité depuis le début, sans se soucier que les caméras puissent encore tourner dans le couloir, sans se soucier qu'un membre du conseil puisse revenir. » Sébastien prit le visage de Chloé entre ses mains et l'embrassa avec toute la passion, l'admiration et l'amour qu'il avait retenu. Ce fut un baiser qui parlait de batailles gagnées ensemble, de confiance mutuelle, d'un avenir qu'ils pouvaient enfin construire sans mensonge. Mais quand ils se séparèrent, haletant et souriant, le téléphone de Sébastien sonna. C'était son assistante personnelle et sa voix tremblait de nervosité. « Monsieur Lefebvre, j'ai besoin que vous reveniez immédiatement au bureau. Il y a des agents de la police judiciaire ici. Ils posent des questions sur des irrégularités dans les finances de la fondation pendant la gestion de votre mère. » Le monde de Sébastien s'écroula en 1 seconde. Diego avait eu une carte de plus à jouer, et il l'avait lancée comme une bombe finale depuis sa cellule. Le silence dans le penthouse était assourdissant. Sébastien marchait de long en large comme un lion en cage, tandis que Chloé restait immobile sur le canapé, digérant les mots qu'elle venait d'entendre au téléphone. Les agents de la police judiciaire étaient au siège de Lefebvre International, examinant chaque document, chaque transaction de la fondation depuis sa création. « J'ai besoin que tu me dises la vérité », murmura Chloé finalement, sa voix à peine un souffle. Toute la vérité. Sébastien s'arrêta devant les fenêtres, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Chloé le vit complètement vulnérable, dépouillé de toutes ses défenses. « Mon père n'était pas le saint que tout le monde croyait », commença-t-il, sans se retourner pour la regarder. « Il a bâti l'empire familial, oui, mais pas toujours par des moyens légaux. Quand il est mort, j'ai découvert des choses qui m'ont brisé. » Chloé sentit son estomac se serrer. Quel genre de choses? Des pots de vin, de l'évasion fiscale, des contrats frauduleux. Mais le pire de tout, c'était ce qu'il avait fait avec la fondation de ma mère. Sébastien ferma les yeux. Elle avait mis tout son cœur dans cette organisation. Elle voulait aider sincèrement les enfants qui avaient besoin de chirurgie reconstructive. Mon père a détourné 2 millions d'euros des fonds pour couvrir une dette de jeu qu'il avait contractée avec des gens très dangereux. « Mon Dieu », murmura Chloé. « Quand je l'ai découvert, ma mère était déjà morte. Elle n'a jamais su que son œuvre avait été souillée par l'avidité de mon père. » Sébastien se retourna, et Chloé put voir les larmes contenues dans ses yeux. Je ne pouvais pas détruire sa mémoire. Je ne pouvais pas permettre que le monde sache que la fondation qui portait son nom avait été construite sur des mensonges. Alors, qu'as-tu fait? J'ai tout couvert. J'ai falsifié des rapports, manipulé les comptes, remboursé l'argent petit à petit pendant des années pour que personne ne s'en rende compte. Sa voix se brisa. Je suis devenu complice des crimes de mon père pour protéger l'image de ma mère. Chloé se leva du canapé, ayant l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tout ce temps, elle était tombée amoureuse d'un homme qui avait menti, qui avait couvert des fraudes, qui faisait partie du même type de corruption qu'il venait d'exposer chez Diego. « Comment as-tu pu ?» lui demanda-t-elle, la déception évidente dans sa voix. « Après ce que nous venons de vivre avec Diego, après toute ton indignation pour ce qu'il a fait, comment as-tu pu garder ce secret? Parce que je ne suis plus le même homme que j'étais quand j'ai pris ces décisions, répondit Sébastien avec désespoir. Tu m'as changé, Chloé. Tu m'as fait voir qu'il y a des façons correctes de faire les choses, que la vérité compte plus que les apparences. Mais la vérité n'avait pas d'importance quand il s'agissait de ta propre famille. J'avais 25 ans, explosa Sébastien. Je venais de perdre mes 2 parents. J'avais hérité d'un empire que j'ai découvert bâti sur du sable. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai fait ce que je pensais être juste à ce moment-là. Chloé s'approcha de la fenêtre, ayant besoin d'espace pour respirer. La ville s'étendait devant elle, des millions de lumières représentant des millions de vies, et elle se demanda combien de ces personnes avaient pris des décisions désespérées qui les avaient hantées pendant des années. L'argent a-t-il déjà été entièrement remboursé? Il y a 3 ans. Chaque euro.
même avec les intérêts. Mais les rapports falsifiés sont toujours là, les preuves de ce que tu as fait. Oui, admit Sébastien. Et maintenant Diego les a remis aux autorités comme vengeance pour l'avoir exposé. Chloé ferma les yeux, sentant le poids de tout ce que cela signifiait. Sébastien ferait face à des accusations criminelles, la fondation serait fermée, le scandale détruirait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Tu dois t'enfuir, lui dit-elle finalement. Tu as des ressources, des contacts. Tu peux disparaître avant qu'ils ne t'arrêtent. » Sébastien la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Fuir? Tu crois que je vais fuir? C'est ce que ferait n'importe quelle personne intelligente. Peut-être qu'il y a 6 mois j'aurais fui, admit-il. Mais je ne suis plus cette personne. Tu m'as appris qu'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est mieux que de vivre dans un mensonge. » Il s'approcha d'elle lentement, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. « Chloé, je vais tout avouer. Je vais raconter au monde exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Je vais faire face aux conséquences de mes actions. Tu es fou, ils vont te mettre en prison. Probablement. Mais pour la première fois depuis des années, je vais pouvoir dormir la conscience tranquille. » Il prit ses mains entre les siennes. « Et peut-être, quand tout cela sera terminé, quand j'aurai payé pour ce que j'ai fait, tu pourras me pardonner. » Chloé sentit ses yeux se remplir de larmes. Une partie d'elle voulait lui crier dessus, le frapper, lui reprocher de l'avoir mise dans ce pétrin. Mais une autre partie, la partie qui avait appris à connaître l'homme réel derrière le masque, savait que la décision qu'il prenait exigeait plus de courage que la plupart des gens n'en avaient. « Si tu fais ça, tu perds tout. L'entreprise, l'argent, ta réputation. J'ai déjà perdu la seule chose qui comptait vraiment quand j'ai vu la déception dans tes yeux, répondit-il. Tout le reste n'est que matériel. » Chloé s'éloigna de lui, ayant besoin de temps pour digérer tout. Sébastien n'essaya pas de la suivre, comprenant qu'elle avait besoin d'espace. « Je vais appeler mon avocat, annonça-t-il. Demain matin, je donnerai une conférence de presse et j'avouerai tout. Si tu veux partir avant que cela n'arrive, je comprendrai parfaitement. » Cette nuit-là, Chloé resta éveillée dans la chambre d'amis, regardant le plafond tout en écoutant Sébastien passer des appels dans son bureau. Elle savait qu'il réglait ses affaires, se préparant à affronter la tempête qu'il était sur le point de déchaîner. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle réalisa que peut-être, à son pire moment, Sébastien montrait qui il était vraiment. Le salon de conférence du Four Seasons Hotel était bondé. Des journalistes de tous les médias nationaux s'étaient rassemblés. Des caméras de télévision formaient un demi-cercle menaçant et les flashs créaient une atmosphère presque surréaliste. Sébastien Lefebvre avait convoqué la presse pour faire ce qu'aucun homme d'affaires français n'avait jamais fait, confesser publiquement ses crimes sans avoir été pris auparavant. Chloé observait depuis le fond de la salle, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Elle avait passé la nuit entière à débattre si elle devait rester ou partir, si elle devait le soutenir ou se protéger elle-même. Au final, quelque chose de plus fort que la peur l'avait amenée ici. Sébastien se dirigea vers le podium avec un calme qui contrastait dramatiquement avec la tempête qu'il était sur le point de déchaîner. Il portait un costume simple, noir, sans l'ostentation habituelle. Il ne ressemblait pas au millionnaire arrogant qu'elle avait connu des mois auparavant, mais à un homme qui avait trouvé quelque chose de plus précieux que toute sa fortune, la paix intérieure. « Bonjour », commença-t-il. Sa voix claire mais teintée d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée en public. « Mon nom est Sébastien Lefebvre, et je suis ici pour vous raconter une histoire. L'histoire de comment un jeune homme effrayé a pris des décisions terribles qui l'ont hanté pendant des années, et de comment une femme extraordinaire lui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité. » Le murmure des journalistes s'estompa progressivement. Sébastien avait toute leur attention. « Il y a 12 ans, quand j'avais 25 ans, j'ai découvert que mon père avait détourné 2 millions d'euros de la Fondation Lefebvre pour l'espoir, pour couvrir des dettes de jeu. Ma mère, qui avait dédié sa vie à cette fondation, venait de mourir d'un cancer. J'étais brisé, confus, et j'ai pris la mauvaise décision. Couvrir le crime de mon père. Les flashs s'intensifièrent. Les journalistes gribouillaient furieusement sur leurs carnets. Au cours des années suivantes, j'ai falsifié des rapports, manipulé des comptes et vécu avec le fardeau de ce mensonge. J'ai remboursé chaque euro volé, avec les intérêts, mais le mal était déjà fait. Non seulement à la fondation, mais à mon âme. » Sébastien fit une pause, cherchant dans la foule jusqu'à trouver les yeux de Chloé. Elle lui soutint le regard, et dans cet échange silencieux, il trouva la force de continuer. « Mais il y a quelques mois, quelqu'un est entré dans ma vie et m'a montré ce que signifie vivre avec intégrité.
Elle m'a appris que le véritable amour ne se base pas sur les apparences ou les convenances, mais sur l'honnêteté brutale et le courage d'être vulnérable. Chloé sentit ses yeux se remplir de larmes. Autour d'elle, les journalistes commençaient à réaliser que ce n'était pas une conférence de presse ordinaire. « Chloé Martin », continua Sébastien, sa voix se brisant légèrement, « si tu es là, si tu peux m'entendre, je veux que tu saches que tout ce que je suis maintenant, tout le bien qu'il y a en moi, c'est parce que tu m'as appris à être meilleur. » Sans réfléchir, Chloé commença à marcher vers le devant de la salle. Les journalistes se tournèrent pour suivre son mouvement. Les caméras la filmèrent, mais elle n'avait d'yeux que pour l'homme qui exposait son âme devant le monde. « À partir d'aujourd'hui, déclara Sébastien, la voyant s'approcher, je me rends aux autorités pour faire face aux conséquences de mes actions. J'annonce également que la Fondation Lefebvre pour l'Espoir sera entièrement restructurée, avec une supervision indépendante et une transparence totale. Chaque euro sera audité, chaque programme sera public, chaque décision sera documentée. » Chloé arriva au devant de la salle, et sans se soucier des caméras, sans se soucier que le monde entier les regardait, elle monta sur l'estrade. « Mais il y a quelque chose de plus important que je veux dire, » continua Sébastien, prenant sa main. « Je veux dire que le véritable amour ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. Le véritable amour reste, lutte, pardonne, et construit quelque chose de meilleur à partir des cendres. » Les journalistes étaient silencieux maintenant, comprenant qu'ils assistaient à quelque chose de beaucoup plus profond qu'un scandale politique. « Chloé, tu m'as vu dans mon pire moment et dans mon meilleur moment. Tu as vu mes mensonges et mes vérités. Y a-t-il une chance que tu veuilles construire quelque chose de réel avec moi, sans masque, sans secret, sans rien d'autre que nous deux et la vérité ?» Chloé regarda l'homme qui avait commencé comme son employeur, qui était devenu son confident, puis son amour, et maintenant quelqu'un qui était prêt à tout sacrifier pour faire ce qui est juste. « Sébastien Lefebvre, » dit-elle d'une voix ferme, assez forte pour que les micros la captent, « j'ai vu ce que tu es capable de faire par amour. J'ai vu comment tu prends soin de ceux que tu aimes, comment tu te bats pour la justice, comment tu as le courage d'affronter tes erreurs. Oui, je veux construire quelque chose de réel avec toi. » Le baiser qui suivit n'était pas pour les caméras, bien que les caméras l'aient capturé. Ce n'était pas pour la presse, bien que la presse l'ait immortalisé. C'était pour eux deux, un saut de promesses faites et tenues, d'un avenir incertain mais affronté ensemble. Quand ils se séparèrent, haletants et souriants, le salon explosa de questions criées et de flashs constants, mais Sébastien et Chloé marchèrent ensemble vers la sortie, leurs mains entrelacées, leurs têtes hautes. Dehors, le soleil de l'après-midi baignait Paris d'une lumière dorée. Sébastien savait qu'il serait probablement arrêté dans les prochaines heures, qu'il ferait face à des procès, que sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. « Es-tu prête pour ce qui arrive ?» lui demanda-t-il à Chloé, tandis qu'ils attendaient leur voiture. Elle le regarda avec ce sourire qu'il avait aimé depuis le premier jour, mais maintenant chargé d'une profondeur qu'ils n'avaient trouvée qu'ensemble. « Je suis prête à tout, tant que nous l'affrontons ensemble. » Et ainsi du mensonge naquit la vérité, de l'accord naquit l'amour, et des cendres d'un scandale naquit quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient espéré trouver. Un compagnon pour toute la vie, forgé dans l'honnêteté et trempé dans l'adversité. La fin de leur histoire de convenance n'était que le début de leur histoire d'amour véritable.